Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la version éducation de Microsoft Teams. Je me présente, Laurent Carlier, enseignant de formation et aujourd'hui co-responsable de l'offre éducation de la société Digiteam. Je suis accompagné de Mélodie Isnard. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis dans l'équipe éducation en charge des partenariats institutionnels et des programmes d'éducation. Voilà, ce webinaire se veut être aussi un temps d'échange entre vous et nous. Donc, n'hésitez pas à interagir via le chat. Alors, la petite programmation de ce webinaire aujourd'hui, alors c'est vrai que depuis sa sortie en 2018, Teams est sans doute l'outil qui a connu le plus d'avancées en un temps record. L'agenda du jour va donc être de voir avec vous quelques usages et les nouveautés en trois grands points. On fera un premier point sur les compétences du 21e siècle, un deuxième point où on découvrira Teams par les usages et par quelques applications tierces. Et puis, on fera un petit point sur la gouvernance de Teams. Avant de commencer, un petit mot rapide sur DigiScolae, l'offre éducation de Digiteam. Notre équipe éducation est composée d'experts pédagogiques et techniques certifiés sur les solutions Microsoft et nous accompagnons aujourd'hui les établissements et les structures de formation dans leurs projets numériques en proposant une offre de services sur mesure qui couvre l'ensemble des besoins et des étapes clés, que ce soit l'ouverture ou le déploiement de la plateforme, les licences Office 365 ou Microsoft 365, l'équipement et la gestion des terminaux fixes et mobiles, que ce soit avec les tablettes, avec les MDM Intune et la fonction autopilote, la conduite du changement pour les enseignants, la transformation numérique des pratiques professionnelles pour les équipes administratives et puis un suivi régulier de votre projet de A à Z. Bref, vous retrouverez toutes ces informations sur l'URL que vous avez sous les yeux. Je vais laisser la parole à Mélodie qui va nous introduire un petit peu le sujet, notamment autour des compétences du 21e siècle. Oui, en effet, on voit que l'évolution des technologies et aussi des modes de travail a un effet direct sur les compétences qui sont attendues, on va dire, sur le marché de l'emploi, mais aussi pour collaborer de manière générale. Donc, Laurent, si tu veux passer le slide. Je vais Voilà. commencer par vous mettre un peu dans le contexte. Donc, on est actuellement dans un monde qui est en constante changement, constante mutation. On peut penser aussi à la façon dont on communique, la façon dont on va rechercher une information, la façon dont on achète un service. Tout ça a été complètement bouleversé au cours des dernières décennies. On a l'intelligence artificielle aussi qui vient on va dire révolutionner tous nos usages. Donc c'est important d'avoir en tête ce changement. Et le monde du travail aussi se transforme. Si on pense à des élèves qui sont actuellement en classe de maternelle, quand ils arriveront sur le marché de l'emploi, eh bien, ce sera un marché qui sera vraiment très différent que celui que leurs parents auront pu avoir connu. Et pour partager avec vous quelques chiffres qui illustrent cette évolution, on estime à jusqu'à 65% des métiers qu'exerceront les élèves d'aujourd'hui, on estime qu'ils n'existent pas encore. Donc, ce sont des métiers c'est difficile de se projeter puisqu'on ne les connaît pas encore. On a aussi une tendance qui va être de remplacer certains métiers par des machines d'ici 20 ans, et on parle de quasiment la moitié des métiers. Et aussi, une autre tendance qui est forte, c'est concernant les compétences technologiques. On peut penser aujourd'hui qu'un nombre de métiers limité ont besoin de ces compétences. Et en fait, c'est des compétences qui vont être nécessaires quasiment quel que soit le type de métier, avec quasiment 80% des métiers qui auront besoin d'intégrer le numérique. Donc ça, c'est pour poser le contexte et qui montre aussi qu'on a besoin vraiment de développer des nouvelles compétences pour être agile dans ce nouveau monde, on va dire, changeant. Laurent ? Oui, c'est on est. Alors, on parle vous êtes peut-être familier de cette notion de hard skills, soft skills. L'idée, c'est qu'on a souvent et longtemps mis l'emphase sur les hard skills, c'est-à-dire le savoir-faire.
Maintenant, ce qui est de plus en plus demandé, c'est de développer ces soft skills qui sont plus le savoir-être. Donc, des exemples de soft skills peuvent être, par exemple, l'empathie. On va dire, c'est complètement humain. L'empathie, la curiosité, la motivation, le sens de l'adaptation. Ça, c'est des qualités qui sont de plus en plus demandées, notamment parce qu'elles permettent aux personnes d'être plus agiles, de mieux s'intégrer dans les équipes et dans différentes configurations. Et c'est quelque chose quand on interroge les DRH qui se retrouvent. Donc, c'est-à-dire que la tendance est vraiment à mettre en avant les candidats qui peuvent faire preuve de soft skills. Et si je prends l'exemple de Microsoft, moi j'ai la chance de faire partie de certains pools de recrutement. Et notamment, ça peut être des profils de personnes qui arrivent et qui sont jeunes diplômés. Et en fait, leur savoir-faire peut être en devenir et peut être limité. Et c'est pour ça qu'on nous demande vraiment de se concentrer sur leur savoir-être et de se dire est-ce qu'il aura les compétences, l'agilité, la curiosité requises pour apprendre le job pour lequel il postule. Sur l'autre slide, si tu veux bien. Oui, c'est bon. Voilà, merci. Alors sur les compétences du XXIe siècle, si on doit les décrire, elles ont été établies par l'OCDE, donc elles sont au nombre de 4 qu'on dénomine par les 4 C. Donc la première, c'est la pensée critique, et là c'est vraiment très important et c'est typiquement humain. Comment est-ce qu'on peut remettre en question une idée, chercher des alternatives, réfléchir aux conséquences et à l'impact que peuvent avoir certaines décisions. L'autre, c'est la créativité, c'est-à-dire être capable de penser à des nouvelles solutions qui n'ont pas encore peut-être été testées et de tester des nouvelles façons de travailler. L'autre partie, c'est l'esprit collaboratif. Le fait de savoir travailler en équipe, en réseau, c'est de plus en plus important, notamment avec des nouveaux modes de travail qui peuvent être par exemple à distance ou sur des équipes internationales ou sur des équipes qui travaillent ensemble que pour la durée d'un projet. C'est vraiment important de savoir adapter son mode de travail. Et enfin, la communication. Comment transmettre des informations de manière efficace et comment utiliser la communication pour construire des relations constructives et de confiance. Donc voilà le contexte. Je vais laisser la parole à Laurent qui va décrire comment les nouvelles plateformes collaboratives permettent justement d'aider les institutions éducatives à développer ces nouvelles compétences qui vont être vraiment très précieuses pour les enseignants et pour les élèves. Voilà, parfait. Ben, merci Mélodie pour ces précisions. Et effectivement, puisque tu parles des 4 C, hein, la pensée critique, créativité, esprit collaboratif et communication, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir retrouver et ce qu'on va pouvoir développer et renforcer avec cet outil qui est assez exceptionnel, Microsoft Teams. Donc on va revenir au cœur du sujet. Et voir, alors même si certains d'entre vous pratiquent déjà Microsoft Teams version éducation, il y a également la version business et je voulais faire un tout petit rappel assez rapide sur les différences entre la version business et la version éducation. Alors je vous ai préparé un petit schéma là qui retrace un petit peu ces deux grandes différences. Alors il y a une première différence concernant l'architecture d'une équipe. Là je vous ai mis par exemple une équipe classe. Donc dans une équipe classe, on retrouve différents onglets. Le premier onglet étant conversation, on le retrouve également dans la version business. Le deuxième onglet étant l'espace de stockage dédié à cette équipe. Ça aussi, on le retrouve dans la version business. Le troisième onglet étant le OneNote, et c'est là où ça va commencer à être différent par rapport à la version business, puisqu'en version business, on peut avoir effectivement le OneNote, mais c'est un OneNote, on va dire, version standard, où les droits d'écriture et les droits de lecture ne sont pas aussi fins que dans la version éducation. Je pense que vous avez déjà dû voir par les webinaires passés que vous a proposé Microsoft ou d'autres personnes qu'il y a effectivement une version éducation bien spécifique sur le OneNote qui comprend des espaces bien déterminés. Donc ça, c'est une première différence. Ensuite, il y aura un onglet devoirs. Devoir, comme son nom l'indique, et puis différents onglets supplémentaires que l'on pourra ajouter, et je vous montrerai ça juste après. L'autre différence également par rapport à la version business, c'est que quand on crée une équipe dans la version éducation, on a le choix entre
4 types d'équipes. L'équipe classe, l'équipe que Microsoft appelle communauté de formation professionnelle, qui va surtout intéresser des enseignants qui souhaitent par exemple travailler en mode projet sur des compétences disciplinaires qui sont en référence avec leur propre matière ou pas, ou ça peut être transdisciplinaire. Une équipe personnelle qui intéressera les équipes administratives, et puis une équipe autre qui pourra peut-être être l'occasion, par exemple, de créer une équipe pour un club de sport ou un club de culture. Alors, quelle est la place de Teams et qu'est-ce que ça apporte par rapport aux autres outils Office 365? Donc, c'est simple et accessible. Le petit schéma que vous avez sous les yeux parle de lui-même. En fait, Teams va agréger tous les services connus d'Office 365. Dans l'interface de Teams, on va pouvoir, par exemple, lancer un document Word et coécrire sur ce document Word. On va pouvoir également le faire avec les autres outils que sont le PowerPoint, l'Excel. On va pouvoir également lancer un petit questionnaire form si à un moment donné on a besoin de sonder ou d'évaluer les apprenants, les élèves ou les étudiants sur certaines choses. Et également, on va pouvoir travailler sur l'outil OneNote qui est quand même la pierre angulaire dans la version éducation. Donc on a cette option d'agrégation. On a également des outils supplémentaires de visio et des applications tierces que l'on va pouvoir intégrer dans Teams. Et là, pour le coup, c'est assez intéressant et je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples, notamment avec Wakelet, Flipgrid, MindMaster que vous connaissez peut-être, Quizlet et puis le petit outil Poly. Alors, quels sont les deux principaux usages de Teams quand on commence à utiliser Teams dans un contexte éducation? En fait, il y a deux usages qui peuvent être distingués. Le premier usage étant l'utilisation individuelle, qui sera par exemple pertinente entre des collègues pour travailler sur des projets à court terme. Et puis on a une utilisation en équipe qui, elle, sera pertinente pour travailler sur des projets à long terme où on aura beaucoup plus de fonctionnalités que dans une utilisation individuelle. Alors, on va regarder tout ça avec des exemples, donc Teams pour les enseignants et Teams pour les administratifs. Alors, je vais juste changer mon écran pour vous montrer tout ça. Tac. Donc, normalement, vous avez l'interface de mon écran Teams éducation sous les yeux. Donc on retrouve en fait c'est un petit peu la même présentation que sur la version business. Là il y a une nouvelle présentation, j'en parlerai juste après tout à l'heure. Donc les deux utilisations que je vous ai mentionnées tout à l'heure, donc une utilisation individuelle que l'on va pouvoir retrouver dans conversation. Et je vous montre un exemple ici. C'est un échange entre deux collègues qui devaient travailler ensemble pour la création d'un jeu d'évasion. Et en fait, ils ont utilisé cette interface de Teams pour partager tout un tas d'idées, des idées que vous pouvez voir ici, des ressources également, du PDF, des liens, des PowerPoint, etc., des vidéos également. C'est vraiment très pratique parce que ça permet comme ça de fluidifier la conversation et de ne pas perdre le temps à s'envoyer des mails et des mails et des mails. Et on sait pertinemment que les mails, ça peut être assez pénible quand on est sur un travail de collaboration sur le moyen terme. Donc on a cette possibilité-là et à tout moment, en fait, quand on veut lancer une conversation comme ça sur des projets à court terme, il y a ce petit bouton-là qui permet donc d'ajouter les personnes et de créer en fait la conversation que l'on souhaite avoir. Je vous montre un exemple, par exemple. Ici, là, donc Philippe Armel, donc je les ai rajoutés sur une conversation. On a
un travail à faire. Alors là, par contre, je vais vous donner une petite astuce parce que quand on commence à utiliser massivement cette fonction de conversation privée, pour se retrouver dans le flux de conversation que l'on va avoir, en fait, quand vous lancez une conversation de groupe, on appelle ça une conversation de groupe, je vous conseille très fortement avec le petit stylet que vous avez ici de nommer votre groupe. Donc là, par exemple, on va le faire travail sur alors je sais pas, on va mettre par exemple sur les compétences écrites. Hop, on va enregistrer ça. Tac, et vous voyez tout de suite ça s'est transformé. Et quel est l'avantage de ça en fait? Eh ben, quand vous en avez beaucoup et que ce sont des conversations peut-être qui n'ont pas été réactualisées depuis quelques semaines, vous avez ici un bouton qui permet de faire une recherche par mots-clés. Et par exemple, si je cherche quelque chose sur l'évaluation, vous voyez tout de suite là, il va me retrouver la conversation et donc le nom de la conversation de groupe que j'ai paramétré au départ. Donc encore une fois, ça permet comme ça d'aller beaucoup plus vite dans les échanges. Donc attention à ça, hein, si vous utilisez beaucoup la conversation privée entre collègues, hein, n'oubliez pas de rajouter un nom de conversation de groupe, c'est beaucoup plus facile. On va regarder maintenant les équipes. Alors pour créer des équipes, ça c'est simple, hein. On passe par là, là, et on retrouve en fait les 4 équipes que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors c'est souvent la question qu'on me pose, c'est quoi vraiment la différence entre ces, est-ce qu'il y a une vraie différence entre ces 4 types d'équipes? En fait, la différence principale va se porter sur le OneNote, puisque en fait quand vous créez une équipe derrière, ça vous crée également un OneNote. Quand vous créez une équipe classe, vous avez un OneNote éducation, donc avec les 3 espaces qui sont bien définis. Quand vous créez une équipe PLC, vous avez un OneNote standard où les 3 espaces ne sont pas là, c'est simplement des sections que vous pouvez paramétrer ensuite en lecture ou en écriture. Quand vous créez une équipe personnelle, vous retrouvez en fait un OneNote classe avec les trois espaces bien définis. Et puis si vous créez une équipe autre, c'est le OneNote standard. Alors je vais vous montrer un exemple d'équipe classe. Hop, je vais ouvrir par exemple la classe 4C qui est une classe de français langue étrangère. Donc on retrouve les onglets par défaut hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, conversation, fichier, le bloc-notes de classe. Je l'ouvre rapidement pour ceux qui n'ont jamais vu un bloc-notes de classe, à quoi ça correspond. Donc les 3 espaces hein, que j'ai mentionnés tout à l'heure et que l'on va pouvoir retrouver ici, hein, bibliothèque de contenu. Dans la bibliothèque de contenu, donc c'est l'espace de l'enseignant où il va pouvoir mettre tous ses cours. L'espace de collaboration qui permettra de travailler sur des projets collaboratifs et également tous les portfolios des élèves. Donc on a ces 3 onglets-là, hein, conversation, fichier, devoir également qui est nouveau. Je vais pas passer trop de temps dessus parce que le but, c'est surtout de vous montrer comment on peut améliorer la communication et la collaboration. Mais je vais quand même faire un petit encart sur ce devoir. Donc voilà, par exemple, je vais vous montrer un devoir, donc différence passé, composé, imparfait. On le lance à toute la classe. En tant qu'enseignant, on peut voir l'état. Hein. Est-ce que le devoir m'a été remis ou pas? Et quand on crée un devoir, en fait, c'est assez intéressant puisqu'on on peut ajouter des documents que les élèves vont pouvoir modifier ou pas. Et puis, on peut également ajouter ce que Microsoft appelle des critères et qu'on pourrait traduire par barème. Donc là, par exemple, c'était un devoir sur une production écrite. Et ben, j'ai pu paramétrer
on peut paramétrer, l'enseignant peut paramétrer soi-même différentes sections, par exemple grammaire, vocabulaire, réalisation du devoir avec excellent, bon, moyen, médiocre. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres avec des descriptions. Et quand l'élève ou l'apprenant rendra ce devoir, l'enseignant pourra comme ça noter très facilement la production en fonction du barème qu'il avait décidé. Donc on a ça, nos conversations, fichiers, bloc-notes de classe, devoirs, et on peut également ajouter, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure, des onglets supplémentaires. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rajouté un onglet Stream. Stream, c'est un outil de la suite Office 365 qui permet comme ça de créer des chaînes vidéo, un petit peu comme sur YouTube, sauf que quand on est sur Stream, c'est privatif à l'organisation, à l'établissement. Et là, par exemple, on peut créer une chaîne vidéo de la classe qui ne sera accessible qu'à l'enseignant et à l'ensemble de ses élèves. On peut également ajouter des petits robots, des petits bots, par exemple, pour travailler sur des sondages. Si on veut lancer comme ça des sondages, je vais vous montrer un exemple. On était sur, alors là c'était un travail, alors si ça s'affiche, allez, alors il faut que je les retrouve. Ça prend un peu trop de temps, je verrai les autres. Oui, par exemple, voilà, Poli. Donc l'enseignant peut poser comme ça des questions à ses apprenants. Donc là, je rappelle, c'est une classe de français langue étrangère, donc d'où le niveau de la question. Donc quel métier était le plus populaire quand vous étiez petit? Hop, et donc là, les élèves peuvent, ou les apprenants peuvent répondre, et on a comme ça le résultat direct des sondages. Et si vous faites beaucoup de sondages dans la conversation, vous pouvez ajouter en onglet un espèce de tableau de bord qui vous permettra de retrouver un petit peu tous les sondages que vous avez créés et distribués aux élèves. Donc voilà la fonction générale. Donc on a ce canal général à chaque fois que l'on crée une équipe, que ce soit une équipe classe ou un autre type d'équipe. Et en dessous, on peut créer ce qu'on appelle des canaux. Ici, donc ce sont des canaux thématiques. Alors sur ce point, il n'y a pas vraiment de règles précises. On peut créer des canaux thématiques, on peut créer des canaux par semestre, on peut créer des canaux par projet. Enfin, toutes les possibilités sont envisageables, et en fait, la réponse viendra vraiment de la réflexion que vous mènerez en amont avec l'ensemble de vos collègues, avec l'équipe enseignante, avec les référents numériques, etc., etc. Donc, je vous montre un petit exemple ou trois petits exemples, toujours dans l'esprit de la collaboration. Donc là, c'est sur le canal production écrite. Et donc, les apprenants travaillaient sur la différence entre le passé composé et l'imparfait, et plutôt que de donner directement cette différence entre passé composé et imparfait, dans un petit esprit de pédagogie inversée, l'enseignant a posté un texte ici, donc là derrière c'est un PowerPoint, et il a demandé à ses apprenants de trouver la différence entre le passé composé et l'imparfait. Donc c'est assez intéressant parce que comme ça permet que les apprenants puissent vraiment dialoguer entre eux, et puis ça permet de renforcer les liens également dans tout le travail de l'apprentissage. Ça peut également aider les apprenants ou les élèves qu'on appelle introvertis, qui n'osent pas prendre la parole devant les autres. Et là, le fait de passer par ce petit espace de conversation, chat, ça leur donne un canal de communication qui, pour ces apprenants-là, pour ces élèves-là, sera beaucoup plus facile que de passer par l'oral. Donc on peut avoir ce type d'idée pour renforcer la collaboration. On peut également avoir, donc là c'était toujours dans la production écrite, sur le thème, sur le lexique ville, campagne, l'enseignant en fait a intégré un
ce qu'on appelle un Wakalet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wakalet, c'est vraiment très bien. Ça peut ressembler à Padlet. C'est peut-être un outil que vous avez déjà expérimenté. Je vais vous montrer quand même deux, trois petites choses sur Wakalet. Donc, Wakalet, on peut l'intégrer directement dans Teams. Je vous montrerai ça juste après. Et quand on crée en fait un Wakalet, ça se présente de cette façon-là. Donc, on peut agréger ce qu'on appelle des posts. Et en fait, pour les posts, on peut vraiment mettre tout ce que l'on souhaite. Je vais vous montrer un exemple. J'ai passé en interface d'édition. Voilà. Tac. Et donc, on a le bouton plus, c'est vraiment très simple. Et dans le bouton plus, on peut rajouter une URL, on peut rajouter du texte, on peut rajouter une vidéo, si on trouve des vidéos YouTube, on peut rajouter une image, on peut rajouter un PDF et on peut également ajouter des vidéos ou s'enregistrer directement avec Flipgrid. Je vais en parler juste après tout à l'heure. Et au final, ça donne cette vue-là. Vous voyez, on peut changer, qui ressemble beaucoup à celle qu'on connaissait ou celle qu'on connaît avec Padlet. Wakalet, c'est un outil gratuit et on peut comme ça lancer ou demander aux apprenants ou aux élèves de réaliser des collections de ressources sur des thèmes particuliers. Donc ici, on peut rajouter des rédacteurs sur cette collection pour que plusieurs personnes puissent collaborer dessus. Et également, on peut le partager donc avec différents services, dont Teams ici. Moi, je vais plutôt vous montrer une autre façon de l'intégrer, puisque je reviens sur ce que je vous montrais tout à l'heure avec le petit bouton plus ici. C'est comme ça que je l'ai intégré ici. On peut intégrer directement Wakalet et il doit être quelque part dans cette longue liste. Si je le trouve ou pas, je ne vais pas le trouver. Vous l'avez peut-être vu avant. Bon, il est dans la liste, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais il est dans cette liste et on peut comme ça l'intégrer directement dans son équipe éducation. Donc c'est vrai que c'est vraiment un plus assez intéressant. Autre chose, on peut par exemple, ici, si je vais dans lexique, on peut par exemple demander à ses apprenants, à ses élèves, de travailler sur le lexique en réalisant par exemple une carte heuristique. Et pour ça, donc par exemple ici, donc l'enseignant a lancé la thématique vos habitudes au passé, et donc les élèves et les apprenants ou les apprenants ont pu comme ça chacun de leur côté interagir sur cette bulle principale en rajoutant des bulles autres. Donc ça aussi c'est assez intéressant quand on veut travailler sur des cartes, sur des réflexions comme ça, réflexions collectives sous forme de cartes heuristiques, on peut le faire. Comment j'ai fait ça également j'ai rajouté dans toute cette bibliothèque d'onglets que l'on a ici un petit outil de cartes heuristiques. Alors il y en a actuellement deux, je crois, qui sont Mindono et MindMeister. Mindono, on le voit ici. Et puis, il y en a un autre. Et moi, j'ai utilisé plutôt l'autre, MindMeister. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. C'est plus une question d'appréciation ou pas, mais c'est vraiment simple comme ça pour ajouter rapidement des cartes heuristiques collaboratives. Autre fonction, tout à l'heure, je vous parlais de Flipgrid. Donc Flipgrid, c'est une plateforme plateforme vidéo qui va permettre à l'enseignant de créer comme ça des collections de production vidéo
d'élèves ou d'apprenants. Donc ici, j'ai rajouté de nouveau, j'ai rajouté dans cette longue liste, on l'a ici, hein, Flipgrid, à MindMaster, il était là. Donc dans cette liste, on rajoute le Flipgrid et donc ça sert à quoi concrètement? Là, on est dans un exemple de classe où les apprenants doivent pratiquer leurs compétences langagières et donc pour que l'enseignant puisse avoir une vision très fine des compétences langagières de chaque apprenant, de chaque élève, eh bien, il a posé une question. Donc, par exemple, jour 1, présentez-vous. Donc là, c'est moi, par exemple. Hein, et donc, on peut lancer une vidéo. Soit on met la consigne directement là, ou soit on s'enregistre soi-même. C'est peut-être mieux de s'enregistrer soi-même et de donner la consigne. Et pour répondre à ça, chaque élève, chaque apprenant va pouvoir donc s'enregistrer comme il le souhaite, avec l'appareil qu'il le souhaite et où il veut. En cliquant sur le plus, ça va lancer comme ça l'enregistrement. Et une fois qu'il a posté l'enregistrement, l'enseignant va pouvoir avoir, ici vous voyez, hein, toute la liste des productions vidéo, des enregistrements vidéo qui lui ont été transmis. C'est vraiment bien et dans Flipgrid aussi, il y a une option de rétroaction que l'on peut lancer, que l'on peut paramétrer pour que les apprenants et les élèves interagissent entre eux ou alors entre l'enseignant en direction des apprenants. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui est assez intéressant à mettre en place. Il y a vraiment de grosses possibilités pour renforcer la collaboration dans une équipe classe. On va regarder un autre exemple pour cette fois-ci la partie administration. Je vous parlais tout à l'heure des équipes administratives qui peuvent être intéressées par Teams. Donc là, je vous montre un exemple. Hein, c'est un exemple, ça n'existe pas, hein, l'Institut Saint-José, c'est simplement un exemple, où l'établissement a créé donc une équipe personnelle. Et dans cette équipe personnelle, donc derrière, il y a un OneNote et ça peut être intéressant pour créer un espace centralisé de ressources administratives. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une petite chose, bibliothèque de contenu, tac. Où on va pouvoir mettre toutes les informations, vous voyez par exemple ici, toutes les informations qui peuvent se retrouver quelquefois à droite à gauche, hein, tout ce qui est plan d'établissement, consigne incendie, charte numérique, règlement intérieur, etc. C'est intéressant pour les enseignants parce qu'ils savent que l'information se trouve là. Pour les nouveaux enseignants qui arriveront à la rentrée prochaine, c'est bien aussi parce qu'ils ont un espace central pour retrouver ces informations. Et là où ça peut être vraiment intéressant pour améliorer la communication et la collaboration entre eux, c'est qu'on peut comme ça créer un canal qui pourrait s'appeler réunion ou réunion personnelle. Et dans ce canal, en fait, j'ouvre la page OneNote et dans cette page OneNote, c'est comme ça que je vais pouvoir mettre par exemple tous les sondages pour, par exemple, organiser la prochaine réunion pédagogique de juin ou la réunion du 12 octobre, par exemple. Je vais pouvoir mettre l'ordre du jour. Si quelqu'un veut rajouter des informations dans l'ordre du jour, il pourra le faire si j'ai paramétré les droits. Et également, quand il y a une réunion, le compte-rendu. Et par exemple, lors de cette réunion du 12 octobre, le secrétaire de réunion peut directement écrire le compte-rendu de cette réunion dans OneNote. C'est intéressant parce que, encore une fois, on centralise toute l'information à travers Teams et on évite comme ça l'envoi de mails avec des pièces jointes, compte rendu de réunion qui pourraient être difficilement ou compliqués à trouver dans tout le flux de mails que l'on reçoit chaque jour. De la même manière, on peut également créer un Teams quand on travaille sur des projets vraiment à court terme. Par exemple, là, il y a une préparation d'une sortie scolaire, visite de château. Et bien là, on peut comme ça rajouter toutes les informations intéressantes, par exemple le site web du château,
Je peux le mettre là. La tarification du château, donc là, je peux naviguer dans le site. Hein. C'est une fenêtre qui s'ouvre et je peux naviguer directement dans Teams. Sur place également, on peut rajouter des cartes. Donc là, par exemple, j'ai rajouté une carte qui renvoie vers l'itinéraire et l'emplacement exact du château. Et surtout, ce qui est bien quand on est sur ce type de projet, donc préparation par exemple d'une sortie scolaire, donc avec des tâches qui sont attribuées à plusieurs personnes, eh ben, on peut rajouter ici un planeur, donc un autre outil de la suite Office 365, un planificateur, qui va permettre comme ça d'attribuer des tâches aux uns et aux autres. Donc je vous montre un exemple. Donc là j'ai créé des catégories, hein, donc déplacement, organisation pédagogique, organisation extérieure, et à chaque fois une tâche qui est attribuée à la personne. Comme ça, tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire et on peut comme ça suivre facilement l'évolution du projet. Vous voyez, donc c'est vraiment un outil très intéressant pour centraliser toutes ces informations. Et là, on ne se perd pas dans le passage entre plusieurs outils, entre le mail, entre différentes choses. Là, c'est vraiment très pratique et très simple pour savoir où se trouve exactement l'information. Donc voilà pour un petit peu les différents types d'usages. Je vais revenir juste sur la suite de mon diaporama. Donc on a vu hein, donc quelques usages pour les enseignants, quelques usages pour les administratifs. Ce que je voulais voir avec vous, c'est un petit peu les nouveautés depuis 2019. Hein. Je vous ai dit, Teams a apporté énormément de nouveautés depuis un an dans sa version éducation. Il y a certaines choses qui sont très intéressantes et je vais un petit peu les brosser rapidement avec vous. Il y a tout d'abord le dossier, quand vous créez une équipe classe, vous avez un dossier dans l'espace de stockage, vous avez un dossier qui s'appelle alors donc la classe materials ou donc ressources de classe, et en fait c'est un dossier comme vous le voyez ici avec le cadenas et vous le voyez également avec l'explication qui est ici. En fait, c'est un dossier où l'enseignant va pouvoir déposer des ressources qui ne seront simplement qu'en lecture pour les élèves et les apprenants. Bon, ça répond, on va dire, à une problématique que certains se posaient, puisque en fait, quand vous posez un fichier dans l'espace de stockage fichier de l'équipe Teams, il est par défaut ouvert en écriture à tout le monde. Et donc avant l'apparition de ce fichier, on pouvait comme ça paramétrer des droits en passant par SharePoint, mais bon, c'était une manipulation informatique qui pouvait rebuter certaines personnes. Et là, en fait, ils ont rajouté directement cette fonction-là. Donc, pour ceux qui ne veulent pas passer par le SharePoint et qui veulent avoir un espace où ils peuvent déposer des ressources simplement en lecture seule, ils peuvent passer par cette possibilité-là. L'autre fonction qui est arrivée et qui était très attendue par tout le monde, c'était quand on crée une équipe classe, c'était la possibilité d'importer des OneNote déjà existants. Donc là, je vous montre. Donc là, par exemple, classe 5B. Si on a déjà un OneNote créé et qu'on ne veut pas le recréer de A à Z, eh ben, on peut choisir ici configurer un OneNote pour la classe à partir du contenu. Hop. Et donc là, je vais aller chercher la bibliothèque de contenu du OneNote que j'ai déjà et que je vais pouvoir rapatrier dans cette classe 5B. Donc là, par exemple, ici, bibliothèque de contenu, ajouter du contenu, hop. Et donc, ça va m'ouvrir l'ensemble des OneNote que j'ai. Donc là, par exemple, hop, là, tac, bibliothèque de contenu. Là.
Et donc là, par exemple, dans la bibliothèque de contenu de ce OneNote-là, si je veux importer des sections, eh ben, je vais pouvoir le faire. Par exemple, chapitre 1, terminé, etc. Et donc, ça va me créer comme ça un OneNote entièrement paramétrable avec des sections qui existent déjà. Donc ça, c'était la deuxième fonction. L'autre fonction que vous avez peut-être vue quand j'ai commencé cette démonstration, c'est la nouvelle vue ici. Hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment. Moi, je préfère cette nouvelle vue parce qu'on peut comme ça, en glissant et en déplaçant les équipes, les positionner suivant la fréquence de visionnage que l'on a sur ces équipes, ou alors les cacher. Par exemple, si je n'utilise plus cette classe, je peux la masquer et en fait, je vais pouvoir retrouver tout ça en bas de page ici, équipe masquée. Si jamais, pour des raisons X ou Y, vous avez cette nouvelle vue et que vous n'appréciez pas cette nouvelle vue, vous avez toujours la possibilité de modifier cette vue en cliquant sur les trois petits points ici, changer d'affichage, et là vous retrouvez, vous allez pouvoir sélectionner l'ancienne vue que vous aviez. Et de la même manière, si vous étiez sur l'ancienne vue, vous pouvez également changer sur la nouvelle vue. La quatrième chose concernait les annonces. Alors je vais vous montrer également ça. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai présenté l'équipe administrative. Les annonces, en fait, qu'est-ce que c'est quand vous utilisez beaucoup la conversation? Si vous voulez communiquer sur un événement important, donc avec un degré d'importance élevé, vous avez une possibilité ici de faire une annonce qui va amener donc une espèce de bandeau, un petit peu comme un site web où vous allez mettre un titre en gros et également paramétrer une photo. Comment on fait ça? Eh bien, en fait, quand on crée un post, vous ouvrez l'interface d'édition ici et à la place de nouvelle conversation, il y a quelque chose qui s'appelle annonce. Donc ça aussi, c'est intéressant pour focaliser vraiment sur un événement qui est important. Et là, vous allez pouvoir taper votre titre et ajouter, si vous voulez rajouter l'image, vous avez une option ici pour rajouter cette image. Donc c'est intéressant, ça fait partie des bonnes pratiques en fait quand on utilise beaucoup Teams et moi c'est vrai que je l'utilise quotidiennement ces annonces dans mon travail pour vraiment communiquer sur des événements importants qui concernent beaucoup de personnes. L'autre nouveauté qui est vraiment bien aussi pour les enseignants et c'est assez nouveau, c'est le bouton partager dans Teams. Qu'est-ce que c'est partager dans Teams? Imaginons que vous êtes des utilisateurs de Kahoot. Alors, je pense que vous connaissez ce petit site. Kahoot, c'est pour créer des quiz. Donc, les quiz, on peut les lancer en classe, mais vous avez également dans Kahoot un petit bouton qui s'appelle Challenge et qui est différent du Play, qui permet à chacun de pouvoir de pouvoir plutôt tester ses connaissances en solo et non pas en classe devant tout le monde. Eh bien, si je veux par exemple rapatrier un petit questionnaire Kahoot et le mettre en devoir dans Teams, eh bien, je vais pouvoir le faire. Comment on fait ça? Eh bien, on sélectionne le challenge, je sélectionne par exemple une date limite, je fais créer et ensuite je vais pouvoir avoir des possibilités de partage dans Teams. Vous voyez ici, donc j'ai Teams qui est ici, et si je clique dessus, Teams, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Vous voyez, ça va arriver.
Et en fait, dans cette nouvelle fenêtre, je vais pouvoir paramétrer soit la création d'un devoir, soit la publication de ce caout dans le canal de conversation. Donc là, il y a eu un petit souci, mais c'est ça se passe vraiment bien. Tac, j'avais peut-être un exemple à vous donner. Donc il va se créer directement, directement dans la conversation, si on le lance dans la conversation d'un canal, ou alors il va se mettre directement dans Devoir. Donc bref, c'est vraiment un plus qui est assez intéressant à mettre en place. Je vois que l'heure tourne et il faut absolument que je vous montre deux dernières choses qui peuvent cette fois-ci intéresser alors les établissements scolaires, mais également le supérieur. C'est le Live Events et le Microsoft Teams Room Camera. Alors, le Live Events, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de créer des événements en visio dans Teams qui peuvent aller jusqu'à 10 000 participants. Pourquoi ça peut intéresser certaines personnes? Je pense notamment aux écoles de business, aux écoles de commerce qui ont des campus un petit peu partout dans le monde. Et si, par exemple, un enseignant de cette école veut faire un cours en live ou en différé, puisqu'on va pouvoir l'enregistrer également dans Stream, à l'ensemble des campus qui se trouvent dans le monde, il va pouvoir le faire de cette façon-là, alors que dans Teams, la réunion Teams que vous connaissez peut-être, c'est limité à 250 personnes. Là, si vous voulez aller à plus de 250 personnes, il faut utiliser le Live Events. Je vais juste vous montrer comment on le paramètre et ça me permettra de vous présenter autre chose. Donc, nouvel événement en direct. Alors là, je fais une petite aparté également. Hein, le Live Events, il faut absolument avoir une licence minimum A3 pour le lancer. Ça ne marche pas si vous êtes toujours en version gratuite A1. Donc là, par exemple, test, je fais suivant. Je peux le paramétrer, vous voyez, à l'échelle de mon organisation, ou je peux le faire en public. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que, et ça c'est énorme, vous avez des options supplémentaires où vous allez pouvoir activer par exemple une question-réponse et également paramétrer des légendes. Alors c'est en cours de développement, mais c'est assez puissant puisque la personne par exemple qui parle, si c'est une personne qui parle, alors je sais que différentes langues vont venir, pour l'instant il n'y a que l'anglais, l'allemand, le chinois. Le français va venir certainement. Si c'est par exemple un francophone qui parle, les sous-titres vont apparaître directement. Et si les personnes qui écoutent ce présentateur francophone, par exemple en Chine, ils vont pouvoir paramétrer directement les sous-titres donc traduits dans leur langue. Donc vous voyez ici langue parlée anglais et traduire en, et vous voyez là il y a tout un tas de langues qui sont déjà disponibles et c'est vraiment très très intéressant. Moi j'ai déjà testé sur un événement mondial auquel j'ai participé et c'est assez bluffant. Donc ça pour le coup ça peut vraiment intéresser les établissements supérieurs qui ont comme ça des campus un petit peu partout dans le monde où de temps en temps la barrière de la langue peut être on va dire un obstacle. L'autre chose que je souhaitais vous montrer, c'est le Microsoft Teams Room Camera. Ça aussi, ça peut être vraiment intéressant de vous le montrer. Alors, qu'est-ce que c'est le Microsoft Teams Room Camera? Je vais vous l'expliquer avec une petite vidéo.
Et vous allez voir, c'est assez simple. En fait, imaginons que vous êtes dans un amphi devant avec un tableau Velleda, tableau blanc, ou dans une salle avec un paperboard. Et ben, vous allez pouvoir paramétrer. Alors, en fonction alors, il faut des caméras un petit peu spéciales pour faire ça, mais vous allez pouvoir paramétrer en fait l'enregistrement de votre hop, je vous montre un petit peu là. Tac. Donc là, dans une pièce avec une caméra spéciale, ça va détecter la surface. Donc là, par exemple, un tableau Velleda. Et donc, quand on va lancer la visio, en fait, la personne qui va écrire sur ce tableau va devenir transparente et tout ce qu'elle écrira sur ce tableau sera automatiquement mis, vous le voyez ici avec la vidéo, hein, sera automatiquement mis en premier plan. Donc, vous voyez, donc là aussi, si on est sur des pratiques d'enseignement, par exemple dans des grands amphithéâtres où il y a des surfaces comme ça d'écriture, eh ben, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser cette fonction-là. Et encore une fois, on lance l'enregistrement de la réunion. Derrière, on peut la publier dans Stream et dans les équipes, dans les différentes équipes qui sont concernées. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Hein, donc, les live events et le Microsoft Teams Room Camera qui est juste arrivé cette année. Pour un petit peu clore ce webinaire, parce que je crois que j'ai bien explosé le temps, entre guillemets, je voulais partager avec vous quelques questions par rapport à la gouvernance. Quand on se lance dans Teams, je pense qu'il est important de se poser avant certaines questions qui seront primordiales si l'on veut garantir une bonne adoption de l'outil. La première catégorie, c'est s'interroger, a-t-on vraiment besoin de créer une équipe? Ça, c'est un point qui est primordial et je le sais parce que beaucoup d'établissements, beaucoup de structures éducatives que nous avons accompagnées quand ils découvrent Teams, ben, c'est un petit peu la création sauvage de Teams et qui ne répondent pas forcément à la bonne utilisation. Si on souhaite créer une équipe Teams, par exemple, pour, je sais pas, pour organiser l'événement de la semaine prochaine. Je suis pas sûr qu'une équipe Teams puisse répondre à ça. Donc, il faut bien s'interroger sur la pertinence. Est-ce qu'on a besoin de créer une équipe Teams pour tel ou tel usage? Qui peut créer une équipe? Ça aussi, c'est important. Si vous laissez un petit peu tout ouvert, eh ben, tout le monde va créer des équipes et ça va être très difficile à gérer pour la partie informatique. Donc ça, vous pouvez le paramétrer et le gérer, notamment avec les groupes de sécurité, et ça empêchera certaines personnes de créer des équipes. Est-ce qu'il faut faire une équipe publique ou privée? Ça, c'est important. La différence étant que si vous la laissez publique, eh ben, tout le monde pourra, s'il le souhaite, trouver le nom de votre équipe et également rejoindre votre équipe. Donc là aussi, il y a cette petite dénomination publique et privée. Alors, je fais un petit encart pour la version éducation. Quand vous créez des classes, elles sont de toute façon privées. Mais quand vous créez des équipes comme les PLC, vous avez la possibilité de le paramétrer en soit public, soit privé. Est-ce qu'on utilise un même modèle pour toutes les équipes? C'est aussi une question qui revient assez fréquemment. Donc ça aussi, on peut le paramétrer. On peut paramétrer des modèles qui seront ensuite dupliqués pour l'ensemble des équipes. Est-ce qu'il faut une nomenclature spéciale pour le nom des équipes? Ça, je vous recommande fortement de bien réfléchir à ça pour éviter d'avoir des équipes qui s'appellent avec, on va dire, 3 ou 4 nomenclatures différentes. Donc, pour obliger les créateurs des équipes à utiliser tout le temps la même nomenclature, on peut le faire. Et ça se passe dans l'interface d'Azure AD par un script PowerShell ou si vous utilisez l'outil School Data Sync, vous pouvez également le paramétrer de cette façon-là. Est-ce qu'on peut automatiser la création des équipes classes, par exemple, en début d'année? Oui, c'est possible.
Pour faire ça, il y a l'outil que je viens de citer d'ailleurs, qui s'appelle School Data Sync, qui est un outil gratuit. Et je crois que Microsoft France Éducation a dû faire un article dessus, donc vous pourrez retrouver toutes ces informations dessus. Donc oui, on peut automatiser la création des équipes de cette façon. Comprendre, faire la différence entre les fichiers équipes et fichiers personnels. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Les fichiers équipes sont ouverts à tous, donc attention à ça. Faire attention aussi aux conversations de groupe et équipe, j'en ai parlé en début, hein, donc, et ça rejoint également la première question, a-t-on vraiment besoin de créer une équipe? L'emplacement des différents fichiers, c'est important de savoir où les différents fichiers se trouvent, et ça c'est un petit peu compliqué puisque certains fichiers se retrouvent dans le SharePoint, d'autres se retrouvent dans l'Exchange, donc bien faire attention à cette partie-là. Et tout ce qui est définir hein, quelles sont les stratégies de rétention, les stratégies d'expiration, les stratégies d'archivage que vous mettez en place. Qu'est-ce que c'est les stratégies de rétention? C'est par exemple la suppression de l'ensemble des données d'une équipe après une certaine période. Ça, vous pouvez le paramétrer dans le centre de sécurité et de conformité dans l'administration de Teams, si vous êtes administrateur. Quelles sont les stratégies d'expiration? Donc par exemple, expiration des équipes après une certaine période. Donc ça aussi, ça se paramètre et ça permet comme ça d'avoir un classement et une apparition des équipes un petit peu plus fluide que si vous ne paramétrez absolument rien. Et quelles sont les stratégies d'archivage? Pareil, ça aussi c'est quelque chose que l'on peut paramétrer et qui est d'ailleurs conseillé pour garder trace des productions. Donc ça aussi, ça se paramètre dans les différents centres d'administration. Voilà un petit peu l'ensemble des choses que je souhaitais vous présenter. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez un projet Office 365 éducation, un projet Teams ou un projet tablette Office 365, n'hésitez pas à me contacter. On va passer tout de suite à la partie questions et réponses. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent.